un homme masqué et armé agresse une famille. C'est ma pire affaire. Mais le tueur laisse des indices derrière lui. Je me suis dit, oh non, un autre O.J. Simpson. Qui que ce soit, il avait fait une erreur. Et les preuves scientifiques révèlent une réalité pire encore que tout ce que la police a pu imaginer. En tant qu'experte médico-légale, pour moi, c'était l'apothéose. Ce genre de choses, ça n'arrive pas souvent. Une exécution barbare. Une scène de crime maquillée en cambriolage. On a vu dès le début que la scène de crime avait été contaminée. Un témoin oculaire affirme avoir vu deux hommes quittant la scène de crime. Mais est-il crédible? On s'est creusé la tête. Qui peut haïr autant une famille sans histoire? Il pouvait peut-être leur faire du mal. Elle avait peur de ce type. Mais est-ce suffisant pour commettre un meurtre? Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Pour la plupart d'entre nous, la famille est un havre de paix et de sécurité. L'environnement dans lequel chacun peut baisser la garde et compter sur la solidarité et l'affection des autres. On imagine qu'à l'inverse, les complots concernent les bandes mafieuses, les pratiques les plus obscures du monde, des affaires et de la politique. Mais quel recours nous reste-t-il lorsque des univers aussi différents s'interpénètrent? Lorsque les valeurs se brouillent et transforment le quotidien en champ de ruines? À Sugarland, Texas, en périphérie de Houston, tout le monde connaît la famille Whittaker. Kent Whittaker, 55 ans, gère l'entreprise familiale de construction. Son affaire marchait bien, aussi bien quand l'immobilier était en hausse que pendant les périodes creuses. C'était une entreprise solide. Kent, sa femme Tricia et leurs deux fils, Bart et Kevin, sont de très bonne humeur en ce soir du 10 décembre 2003. Bart, 24 ans, sera bientôt diplômé en droit. Ils avaient décidé de fêter ça au restaurant. Mais à leur retour, ils sont pris dans une embuscade. Someone just shot our neighbors. Get over here. Who shot them? We don't know. Someone in the mask. Please get here soon. Okay. Quelques instants plus tard, Bart appelle lui aussi les secours. I've been shot. Where is your wound? In the arm, my shoulder. I think I carry my arm. I chased him. I'm in the living room right by the kitchen. I went after him. Okay, when he left, Bart, did he leave out your back door? Yeah, I chased him that way. L'opératrice a dit que 4 personnes étaient touchées. J'ai d'abord pensé à une blague, parce qu'à Sugarland, ce genre de truc, ça n'arrive presque jamais. Kevin Whittaker et sa mère Tricia sont tués d'une balle dans la poitrine. Kent et Bart sont tous les deux conscients. Ils sont touchés au bras. Sur le coup, j'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. Les enquêteurs trouvent l'arme du crime par terre, dans la cuisine. Un Glock 9 mm et des douilles. La police trouve également un gant devant la maison. Il n'y a aucun signe d'effraction. Tout laisse à penser que l'agresseur était un cambrioleur. Et pourtant, rien n'a été volé. Les tiroirs avaient été ouverts dans la chambre des parents, mais pas assez pour qu'on puisse prendre quoi que ce soit. Quelques heures plus tard, la police est informée d'une autre fusillade à quelques kilomètres de là. Le suspect est entré dans la maison, a attaqué ses habitants, les a ligotés et brutalisés. L'individu avait fui. La police de Houston l'a pris en chasse. Les policiers poursuivent le suspect jusque dans un immeuble à proximité. Lorsqu'ils essaient de l'appréhender, l'homme se suicide. Quelqu'un qui se suicide pour échapper à la police, en général, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, comme un homicide, par exemple. L'homme est identifié. Il s'agit de Layton Jackson, 22 ans. Il venait de sortir de prison 3 mois plus tôt, après avoir purgé une peine pour détention de stupéfiants. Il avait déjà fait de la prison, donc on s'est dit qu'il pouvait être impliqué dans cette affaire. Pour savoir si Jackson était impliqué dans le meurtre des Whittaker, la police utilise des chiens renifleurs. Dès qu'il s'agit d'une affaire assez médiatisée ou pour laquelle les odeurs peuvent jouer un rôle, ils utilisent les chiens.
Les chiens ont un odorat bien plus développé que nous. Le chien repère effectivement une odeur sur le gant trouvé devant la maison des Whittaker, ainsi que sur le 9 mm trouvé dans la cuisine. À partir de là, on savait que celui qui tenait le pistolet portait les gants et avait touché les tiroirs. Mais le chien ne retrouve pas les mêmes odeurs sur les vêtements de Jackson. L'agresseur des Whittaker court donc toujours. Les Whittaker reviennent juste d'un dîner en famille pour fêter le diplôme de Bart. Kevin Whittaker se dirige vers la porte d'entrée, suivi de sa mère et de son père. Bart Whittaker vérifie ses messages sur son téléphone portable et il est le dernier à entrer. Kevin et Tricia Whittaker sont tués. Kent et son fils Bart sont touchés au haut du corps, mais survivent à leurs blessures. Il semble que le tueur se soit enfui par la porte de derrière. À côté de la porte de derrière, près de la cuisine, on a retrouvé un Glock 9 mm noir. Et on a trouvé 4 douilles. La police s'est rarement trouvée face à une scène de crime aussi peu lisible. Car l'agression, vraisemblablement préméditée, ressemble à une exécution. Elle ressemble en effet à celle qui se pratique dans les milieux mafieux. Pourtant, la famille Whittaker ne se connaissait pas d'ennemis, elle n'avait pas reçu de menaces, n'avait pas de contentieux avec qui que ce soit. Par ailleurs, le vol ne semble pas être le mobile de la tuerie. Dès le début de l'enquête, on a su que la seule chose qui manquait, c'était le téléphone portable de Bart. Pourquoi? Ça, on ne le savait pas. Quand on les interroge, Kent et Bart indiquent que le tueur portait un masque de ski, qu'il est de corpulence moyenne et mesure environ 1,55 m. Mais pour les enquêteurs, quelque chose ne colle pas. Tout d'abord, comment le tueur pouvait savoir à quel moment la famille serait de retour? Quatre tirs réussis, ce n'est pas fréquent. C'est même surprenant. Même les officiers de police n'y arrivent pas toujours. Donc, soit le tueur est très bon tireur, soit il a beaucoup de chance. Ou alors, il avait tout prévu. Lorsque les enquêteurs font une recherche avec le numéro de série de l'arme, ils découvrent qu'elle est enregistrée au nom de Kevin Whittaker. Il la gardait à l'intérieur d'un coffre dans sa chambre au 2e étage. Le tueur s'est servi d'un outil ou d'un levier pour l'ouvrir. Le tueur avait utilisé quelque chose pour l'ouvrir, un genre de levier. Il y avait des traces de peinture bleue, ce qui laissait penser que l'outil utilisé avait été peint. Autre fait qui implique que le tueur connaissait les lieux, l'emplacement du coffre. Le tueur savait exactement où aller. Il n'y a qu'une façon d'aller au 2e étage et d'en descendre. Alors que la police recherche le meurtrier des Whittaker, les journalistes mènent leur propre enquête. Après ça, les gens avaient peur. Vous pouvez imaginer ce que c'est d'avoir un double meurtre dans un coin comme celui-ci, où ce genre de choses n'arrive jamais. Le soir du meurtre, la famille Whittaker dînait en ville pour fêter le diplôme de Bart, qui étudiait à l'université Sam Houston. Le journaliste Eric Hanson téléphone donc à l'université pour connaître le diplôme qui devait être remis à Bart. Au téléphone, la personne m'a dit que Bart n'étudiait pas dans cette université et qu'il ne devait recevoir aucun diplôme. C'était très étonnant, j'étais sidéré. Au lieu d'aller en cours, Bart Whittaker utilisait l'argent de ses parents pour se payer du bon temps. Ils lui avaient donné de l'argent pour s'inscrire, donc pour eux, il allait en cours. Il lui faisait confiance, mais en fait, il n'y allait pas. Son père lui faisait confiance. Il ne lui demandait jamais ses notes. En fait, je crois que Kent Whittaker a dit plus tard qu'une fois, son fils lui avait montré un bulletin, mais que ça devait être un faux. Plus étonnant encore, Bart ne s'est pas contenté de dire à ses parents qu'il était diplômé, il leur a aussi fait croire qu'il avait obtenu une mention.
Ils pensaient qu'il avait obtenu la mention bien, c'est-à-dire de très bons résultats. Donc ils avaient décidé de sortir pour fêter ça. Il est rentré chez lui, ils ont fêté son diplôme et lui ont même offert une Rolex. Malgré ces éléments troublants, Kent Whitaker a bien du mal à croire que tout ceci puisse avoir un lien avec les meurtres. Il n'était pas dupe. Il savait qu'il avait des problèmes, mais il ne se doutait pas que c'était à ce point-là et que ça pourrait avoir de telles conséquences. La police découvre ensuite un élément troublant sur une photo de Bart et de son frère, prise par la famille à peine 1 heure avant le meurtre. Sur une des photos, nous avons remarqué que Bart faisait des gestes obscènes au photographe, du moins à la personne qui prenait la photo. Les policiers se demandent alors si l'hostilité de Bart n'aurait pas pu aller plus loin que ces gestes obscènes. Après l'agression de sa famille, où sa mère et son frère ont perdu la vie, Bart Whitaker apparaît comme un menteur. Il a fait croire à ses parents qu'il allait être diplômé en droit, alors qu'il n'a jamais mis les pieds à l'université. J'étais d'autant plus agacé qu'il avait reçu une carte de félicitations d'un ami de la famille avec un chèque de 25 ou 50 $. Ça fait quand même une somme. À sa sortie de l'hôpital, il a encaissé le chèque. Alors que tout le monde savait qu'il avait menti, il a quand même pris l'argent. Lorsque l'affaire est rendue publique par la presse locale, un ami de Bart, Adam Hipp, se présente à la police avec une information très intéressante. Adam affirme que 2 ans avant le meurtre, Bart a voulu l'engager pour tuer ses parents. D'après lui, il voulait les supprimer pour toucher l'héritage, estimé à plusieurs millions de $. Hipp connaît certains détails du meurtre que seule une personne impliquée peut connaître. Ce qu'il nous a décrit correspondait exactement à la scène de crime. Il avait dessiné l'entrée de la maison des Whitaker, l'endroit où Bart et lui avaient convenu qu'ils se tiendraient dans l'entrée pour tirer sur Kent, Kevin et Tricia quand ils passeraient la porte. C'était saisissant. Adam Hipp avait un alibi en or. Le jour du meurtre, il était à Dallas et travaillait dans une banque. Autre surprise, il se trouve que les parents de Bart, Kent et Tricia Whitaker, avaient découvert ce que Bart tramait 2 ans auparavant. Kent et Tricia n'ont pas voulu y croire. Ils ont contacté un des individus impliqués dans cette affaire. Et celui-ci avait réussi à les convaincre que ce n'était qu'une plaisanterie, un quiproquo. Le père avait alors questionné Bart sur cette histoire, mais celui-ci a joué son rôle à la perfection, et son père n'a pas cherché plus loin. Par la suite, il ne lui a même pas reposé de questions sur ses études. Lorsque la police annonce à Kent Whitaker que Bart a peut-être tout manigancé, il a du mal à l'accepter. Kent était très naïf. Vraiment très naïf. La police s'interroge alors. Si Bart a manigancé le meurtre de sa famille, qui a-t-il trouvé pour l'aider? Ils se sont donc naturellement intéressés aux fréquentations de Bart à cette époque. Les 2 meilleurs amis de Bart sont Chris Brashear et Stephen Champagne. Chris était son colocataire et Stephen vivait tout près. La police les interroge, mais Chris et Stephen nient toute implication dans les meurtres. Chris et Stephen étaient 2 jeunes qui se cherchaient encore. Aucun n'avait encore trouvé sa voie. Ils vivaient de petits boulots et passaient leur temps à faire la fête. Ils ont accepté le prélèvement ADN et d'empreintes olfactives. Les enquêteurs leur demandent de frotter leurs mains avec des carrés de gaz et de l'eau distillée. Ils prennent la gaz. Ils sont les seuls à la toucher. Ensuite, ils mettent la gaz dans un sachet plastique que nous scellons. Les enquêteurs font alors appel aux chiens renifleurs pour savoir si les échantillons correspondent aux empreintes olfactives prélevées sur les indices de la scène de crime. Nous avons effectué des prélèvements sur tous les objets susceptibles d'avoir été touchés par le suspect. La police appelle cela une identification olfactive. Le chien a un odorat plus performant que n'importe quel capteur électronique. Si la technologie permet aujourd'hui de reconnaître une odeur, elle est encore incapable, à la différence des chiens, de l'associer à un individu.
Avec une muqueuse olfactive 100 fois plus sensible que la nôtre, le berger allemand est le champion du dépistage et l'assistant précieux des experts de la police scientifique. Lorsqu'un individu est suspecté d'un crime, les policiers placent une pièce de vêtement lui ayant appartenu et étant imprégnée de son odeur parmi 4 autres échantillons. Si le chien parvient à l'identifier, eh bien pour plus de sûreté, le test est répété 2 fois avec un autre chien renifleur. Cette méthode a déjà permis aux enquêteurs de résoudre des centaines d'affaires. Les gens connaissent l'identification sur photo. L'identification olfactive se déroule plus ou moins de la même manière. Aucun des échantillons olfactifs prélevés sur la scène de crime n'incrimine Steve Champagne. Mais le chien trouve quand même quelque chose. Devinez sur qui ils se sont arrêtés. Chris Brashear. Sur 3 tests, le chien l'a identifié à chaque fois. Ce type de preuve n'est pas recevable au tribunal. Nous voulions avoir plus d'éléments, de sorte qu'il n'y ait aucun doute possible avant d'aller plus loin et de l'inculper. Il en faudra plus pour pouvoir inculper le coupable. Les policiers pensent que Bart Whittaker a payé son colocataire Chris Brashear pour tuer sa mère, son père et son frère. Ils suspectent également un ami de Bart, Stephen Champagne, d'être impliqué dans cette affaire. On pensait savoir qui l'avait fait, mais on ne pouvait pas crier sur tous les toits « Hey, on sait qui c'est, mais pour le moment, on ne peut pas encore le prouver. » On les a mis sur écoute. On voulait voir s'ils en parleraient entre eux. Ils s'appelaient, mais ça n'a rien donné. Les enquêteurs ne lâchent pas les suspects d'une semelle. Et 1 an et demi plus tard, leur persévérance finit par payer. Très vite, les efforts que nous avons déployés pour interroger l'entourage de Stephen Champagne se sont avérés payants. L'étau se resserrait. Stephen Champagne finit par craquer. Il avoue à la police que Bart Whittaker lui a demandé, ainsi qu'à Chris Brashear, de tuer sa famille. Stephen insiste sur le fait que c'est Chris qui a tiré et que lui était seulement au volant de la voiture. Au début, Bart voulait que ce soit moi, à la place de Chris. Mais j'ai dit non. Mais c'était trop tard. J'étais au courant. J'en savais déjà trop. Il m'avait menacé. Moi, je me sentais pris au piège. Que je le veuille ou non, j'étais déjà impliqué. Alors j'ai tout fait pour prendre mes distances avec tout ça. Champagne affirme qu'après les meurtres, ils ont jeté un sac contenant les indices non loin de là, dans le lac Conroe. Les hommes grenouilles sondent le lac et, miracle, après 1 an et demi passé au fond du lac, ils trouvent le sac en question. À l'intérieur, un burin, une bouteille d'eau à moitié pleine, le téléphone de Bart et plusieurs balles de 9 mm non utilisées. C'était le même type que celle utilisée pour le meurtre. Ça tombait bien. Les experts ne sont pas sûrs de pouvoir exploiter la peinture sur le burin. Il était rouillé et semblait être couvert de moisissures. J'ai quand même pu prélever assez de peinture bleu ciel. Il y en a suffisamment pour l'analyser à la lumière infrarouge et mesurer sa structure chimique. Les résultats indiquent que la peinture sur le burin est la même que celle retrouvée sur le coffre-fort dans la chambre de Kevin Whittaker. J'étais folle de joie. J'étais vraiment aux anges. En tant qu'experte médico-légale, pour moi, c'était l'apothéose. Ce genre de choses, ça n'arrive pas souvent. Les grands laboratoires d'expertise médico-légale disposent de matériel sophistiqué pour déterminer la composition des produits manufacturés courants, tels que les alliages métalliques ou les échantillons de peinture. Chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie infrarouge, ultraviolette ou de fluorescence, ces outils permettent de retracer l'origine d'objets à partir de minuscules fragments. Ils offrent aussi la possibilité d'associer un suspect à une scène de crime. Dans le cas qui nous intéresse, les spécialistes scientifiques sont parvenus à prouver
que le burin retrouvé dans le fond du lac était celui qui avait servi à fracturer le coffre-fort de Ken Whitaker. Il dispose dès lors d'une preuve médico-légale dont pourra faire usage le procureur lors du procès. Mais leur expertise ne s'arrête pas là. Les experts se penchent alors sur la bouteille d'eau. Aussi étonnant que cela puisse paraître, après 18 mois sous l'eau, elle révèle un profil génétique. Le goulot a capturé l'ADN d'un individu dans les rainures du capuchon. Ils l'ont analysé. C'était l'ADN de Chris Brashear. C'est fou, non? Ça prouvait que Stephen Champagne disait la vérité. Presque 2 ans après les faits, Chris Brashear et Steve Champagne sont arrêtés et accusés de meurtre avec préméditation. Il t'a promis de l'argent? Je crois que c'était, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 10 millions de dollars. C'est ce qu'il devait vous donner? Je sais pas, je sais plus. Je m'en souviens pas. C'était au moins 1 million. Ouais. Ironie du sort, ni Brashear ni Champagne n'ont jamais touché un seul centime. Ils étaient mauvais. Ils ne savaient même pas combien ils allaient être payés. Bart Whitaker, la tête pensante, s'enfuit au Mexique. Il sera arrêté plus tard. Lorsque Marshall l'a arrêté, Bart Whitaker était installé à l'arrière du véhicule. Marshall s'est retourné et lui a dit « Tu sais Bart, je voudrais bien que tu m'expliques comment tu as pu faire un truc pareil. » Ce à quoi Bart a répondu « C'est facile, il suffit d'offrir aux gens ce qu'ils veulent. » Le procureur pense que Bart avait tout préparé dans les moindres détails. Bart appelle ses parents pour leur raconter qu'il a réussi son dernier examen et qu'il va donc obtenir son diplôme. Ses parents l'invitent alors à la maison pour fêter l'événement. Lorsque la famille s'absente pour dîner en ville, Chris Brashear s'introduit dans la maison avec une clé que Bart lui a donnée. Mais il perd un de ses gants devant la maison, ce qui le trahira par la suite. Une fois à l'intérieur, Brashear force le coffre dans la chambre de Kevin et prend le Glock 9 mm. C'est là qu'il laisse les éclats de peinture qui permettront ensuite aux experts de faire le lien avec le burin retrouvé dans le lac. Pour faire croire à un cambriolage, Brashear ouvre quelques tiroirs, mais il est évident que c'est une mise en scène. Stephen Champagne se trouve au restaurant. Il appelle Brashear lorsque les Whitaker quittent les lieux. Quand ils rentrent chez eux, Brashear les attend de pied ferme. Il abat Kevin et Tricia d'une balle dans la poitrine. Kent esquive et est touché au bras, ce qui lui sauvera la vie. Brashear tire ensuite dans le bras de Bart, comme convenu. Dans la précipitation, au lieu de prendre le revolver, il prend certainement le téléphone portable de Bart. Il quitte ensuite la maison en courant par la porte de derrière et rejoint Stephen Champagne qui l'attend 2 rues plus loin. Brashear prend une gorgée d'eau, puis place la bouteille dans le sac avec le burin et le téléphone de Bart. Il jette le tout dans le lac. 18 mois plus tard, lorsque le sac est retrouvé, l'ADN de Brashear se trouve encore sur cette bouteille. Stephen Champagne avait avoué et toutes les preuves permettant de corroborer sa version se trouvaient dans ce sac. Il fallait sortir les preuves scientifiques du lac ou que les chiens retrouvent la bonne odeur. C'est comme un puzzle. Quand on a toutes les pièces, on a le puzzle. Chris Brashear est condamné à la prison à perpétuité pour double meurtre avec préméditation. En échange de son témoignage, Stephen Champagne est condamné à 15 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Je déclare Thomas Barton Whitaker coupable de meurtre avec préméditation, comme le précise le chef d'inculpation. Bart Whitaker est condamné à la peine capitale.
Dans cette affaire, les preuves scientifiques faisaient le lien entre tous les indices et nous ont permis de présenter un bon dossier au procureur. Un dossier en béton. Peu importe que Bart Whittaker ait eu ou non une bonne raison de détester telle ou telle personne. Il pensait qu'il était au-dessus des autres et qu'il méritait ce qu'ils avaient, eux. Pour lui, il valait mieux que tout le monde, donc il méritait ce qu'ils avaient, eux. Pour expliquer l'acte insensé de ce jeune homme, je préfère privilégier la piste de la folie passagère plutôt que de retenir celle de la cupidité, car avant le drame, la famille Whittaker était unie, apparemment aimante. Disposant de moyens financiers confortables, elle s'accordait des vacances de rêve vers des destinations exotiques et voyait l'avenir avec confiance. Comment comprendre dans ces conditions que Bart ait pu fomenter un complot d'une telle sauvagerie et surtout qu'il soit allé jusqu'au bout de son exécution? Bien sûr, il s'était progressivement enfoncé dans le mensonge, faisant croire à ses parents qu'il poursuivait de brillantes études alors qu'il gaspillait temps et argent. Mais cet abus de confiance ne le condamnait en rien à la fuite en avant. Se sentant traqué au fur et à mesure que l'enquête progressait, Bart Whittaker s'était réfugié au Mexique sous le nom d'emprunt de Rudy Rios. Il avait fait la connaissance d'une jeune musicienne et avait même trouvé le moyen de se faire embaucher dans l'entreprise de ses parents. Démasqué, arrêté et extradé vers les États-Unis en septembre 2005, le garçon a comparu devant un grand jury et a été condamné à la peine capitale. Dans sa mansuétude, son père a plaidé sa cause dans l'espoir que la charge soit commuée en emprisonnement à perpétuité, en vain. En attendant l'exécution de la sentence, Ken Whittaker, le père du meurtrier, a écrit un livre dans lequel il exprime de façon pathétique sa douleur et sa foi en Dieu. Et détail troublant, il vit toujours dans la maison où le carnage a eu lieu. Le mieux est l'ennemi du bien. Nous avons tous un jour ou l'autre entendu cette phrase prononcée par nos parents ou par nos professeurs. Elle signifie que lorsque nous accomplissons une tâche consciencieusement, il est plus sage de nous contenter du résultat obtenu plutôt que d'essayer de l'améliorer encore et encore au point de finir par tout gâcher. Appliqué à la criminalité, ce perfectionnisme peut bénéficier aux enquêteurs, car la plupart du temps, lorsqu'un assassin nettoie une scène de crime, il y a fort à parier qu'il ajoute des indices à ceux qu'il a essayé d'effacer. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre parfaitement ce paradoxe. 8 mois après leur mariage, Brian et Beverly Moak s'installent dans la maison de leurs rêves, à la campagne, dans l'État de Washington. Elle l'aimait tellement. Et lui aussi, il l'aimait. Ça se voyait dans leurs yeux. Brian, 30 ans, travaille dans une entreprise de climatisation. Beverly, 28 ans, est secrétaire chez un concessionnaire automobile. C'est une passion mutuelle pour le sport qui les a réunis. Ils pratiquaient les mêmes sports qu'elle et ils adoraient comparer leurs cicatrices. Et moi, je me suis fait celle-ci comme ça et celle-là comme ci. Ils allaient très bien ensemble. Un samedi matin de novembre, vers 5 heures, un ami de Brian arrive chez les Moak pour l'emmener à une partie de chasse. Tout était éteint dans la maison. Alors il n'a pas pris la peine de frapper pour savoir si Brian voulait venir chasser. Il est simplement reparti seul. Plus tard dans la matinée, ce même ami appelle Brian, mais personne ne répond. Il décide alors de retourner chez les Moak. La porte d'entrée est fermée à clé, la télévision est allumée et sur le sol, il aperçoit ce qui semble être un corps. Il appelle alors la police. Je me souviens qu'il y avait du sang partout, beaucoup de sang. Beverly et Brian Moak sont retrouvés assassinés. Bien sûr, j'ai pleuré et crié. Il faut que j'y aille. Il faut que je les voie de mes yeux. Ils ont tous les deux été tués à bout portant de 3 balles de calibre 22.
Ça ressemblait vraiment à une exécution. On leur avait tiré dessus à plusieurs reprises pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. Je voulais y aller pour serrer ma fille dans mes bras, mais je savais que c'était impossible. Ça risquait de détruire les indices. D'après l'emplacement des douilles, il semble que Brian ait été tué dans le salon. Beverly devait se trouver dans la chambre et a probablement accouru pour voir ce qui se passait. Elle a couru vers la porte d'entrée et là, le tueur l'a rattrapée et abattue. Les indices montrent que le tueur a traîné le corps de Beverly à côté de celui de son mari, avant de couvrir leur cadavre avec un drap trouvé dans la chambre. Il y avait une traînée de sang de 70-80 cm de large et 3 ou 4 mètres de long qui menait au corps des victimes. Cette traînée de sang présente des stries étranges. On était incapable de dire d'où venaient ces stries quand on les a vues. Au début, on s'est creusé la tête pour savoir ce qui pouvait être à l'origine de ces marques bien particulières. La réponse est dans la cuisine. Quelqu'un avait passé le balai dans le sang et en avait projeté sur le mur. Apparemment, le tueur s'est servi du balai pour effacer ses traces de pas. Il a également utilisé un chiffon pour faire disparaître d'autres indices. Quelqu'un a tenté de faire disparaître les empreintes sur les poignées de porte, les interrupteurs, etc. Et pour le faire, il a utilisé quelque chose qui était plein de sang, puisqu'il y avait des traces de sang sur les interrupteurs et sur les poignées. Mais la télévision allumée fournit un indice supplémentaire aux enquêteurs. Le tueur ne s'est pas dépêché de s'enfuir. Il a méthodiquement nettoyé, maquillé la scène du crime pour cacher ce qui s'était passé. Il semble que le vol ne soit pas le mobile du meurtre. Brian avait une grosse somme en liquide sur lui. On n'avait pas touché aux armes qui étaient dans la maison. Et un certain nombre d'objets de valeur étaient restés en l'état. Les indices laissent à penser que Brian a ouvert la porte, puis qu'il s'est retourné pour aller vers le salon. C'est là qu'il a été abattu, ce qui indique clairement qu'il connaît son assassin. Brian et Beverly Moak ont été assassinés à leur domicile en pleine nuit. Leur famille affirme que le couple n'avait pas d'ennemis. De me dire qu'elle ne sera jamais maman, ça me brise le cœur. Elle en avait tellement envie. Et je sais que Brian aussi en rêvait. Ils avaient tant à donner. Ils étaient si gentils. On pouvait leur faire confiance les yeux fermés. Leurs enfants auraient été les plus heureux du monde. Le tueur a passé plusieurs heures à nettoyer la scène de crime. C'est vraiment risqué de faire ça. Plus un criminel s'attarde sur les lieux, plus il risque de laisser des indices derrière lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans le vouloir, le tueur a laissé des indices en nettoyant la scène de crime. Après avoir recouvert les corps, il a marché sur le drap. Les semelles de ses chaussures sont propres, mais il laisse une empreinte dans le sang qui se trouve sur le sol, sous le drap. On pouvait voir dans le sang une marque en zigzag, une trace de chaussure très nette. C'est justement parce que le tueur est resté si longtemps sur la scène de crime que les enquêteurs ont pu faire cette découverte. Comme le sang séchait depuis un moment déjà, l'empreinte sur le sol était bien nette. Une recherche informatique permet de déterminer qu'il s'agit d'une chaussure de sécurité de marque Madsen. Mais le tueur a également laissé des indices dans la chambre à coucher du couple. On voyait comme une empreinte digitale sur le montant de la porte. Mais les stries de l'empreinte ont la forme d'un U, ce qui signifie que le doigt était dirigé vers le bas. Cela aurait pu être le cas, mais l'empreinte se situe à 1,50 m du sol, ce qui signifie qu'il aurait fallu monter sur une échelle. Dès que les hommes se sont aperçus que les empreintes laissées par l'extrémité de leurs doigts dans une matière molle permettaient de les différencier, eh bien ils ont eu l'idée de les utiliser comme signature. Ainsi, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, un empereur chinois utilisait-il l'empreinte de son pouce
pour personnaliser ses sceaux. Appliquée à la science policière, cette particularité a permis de confondre les suspects en comparant leurs empreintes digitales avec celles recueillies sur la scène de crime. Au début du XXe siècle, Scotland Yard constitue un premier fichier d'empreintes et 5 ans après sa création, il compte déjà 80 000 traces papillaires. En 1905, 2 mauvais garçons, les frères Stratton, assassinent un couple de commerçants dans la banlieue de Londres dans le but de voler leurs économies. Sur le dessus du coffre-fort vide, les policiers découvrent une empreinte. Elle correspond à celle de l'un des frères. Arrêtés, ils seront les premiers condamnés à mort sur la base d'une empreinte digitale. Mais, si vous le voulez bien, revenons-en à notre affaire. L'assassin de Brian et Beverly Moke a pris grand soin de nettoyer la scène de crime. Il a même consacré plusieurs heures au risque d'éveiller les soupçons des voisins. Néanmoins, sa méticulosité n'est pas suffisante. Il a oublié d'effacer une empreinte sur le montant d'une porte. Cette empreinte était vraiment trop haute pour avoir été laissée naturellement par un doigt à cet endroit. Vraiment trop haute. Il existe une autre possibilité. Les stries des empreintes palmaires se présentent dans le sens opposé à celles des empreintes digitales. En fait, il ne s'agissait pas d'une empreinte digitale, mais d'une empreinte palmaire. Je pense qu'il a laissé cette empreinte sur le montant de la porte parce qu'il s'est appuyé dessus pour nettoyer quelque chose en hauteur, avec une serviette en papier par exemple. Et il n'a pas réalisé que sa main était pleine de sang et qu'il en laissait sur le montant. Les forces de l'ordre ont accès à une base de données spécifique pour les empreintes palmaires. Malheureusement, celle-ci n'y figure pas. Les enquêteurs interrogent alors les quelques voisins du couple. Daniel et Jennifer Tavares, un couple vivant de l'autre côté de la rue, affirment avoir entendu des coups de feu aux alentours de 7 heures du matin. Mais sur le moment, ils ont cru que c'était des chasseurs. Daniel s'est alors levé pour regarder par la fenêtre de sa chambre qui se situe en face de la maison des Moke. Et il a aperçu un pick-up rouge qui sortait de leur allée. Il y avait un passager, mais il ne l'a pas bien vu. Par contre, il a décrit le conducteur de façon assez détaillée. Un homme blanc d'environ 1,90 m, 105 à 110 kg, avec des cheveux longs ramassés en queue de cheval. Le pick-up a fait demi-tour et est parti à vive allure. Ni la famille, ni les voisins ne connaissent une personne correspondant à la description. La police vérifie les centaines de pick-up rouges que compte le comté de Pierce. C'est alors que la mère de Beverly signale un autre suspect potentiel. Je sais qu'elle avait peur d'un homme que Brian avait amené chez eux. Et je crois qu'elle lui en avait parlé. Il s'agit de Jeremy Flynn, 21 ans, qui vit quelques maisons plus loin. C'était un délinquant juvénile suspecté de plusieurs délits, notamment un cambriolage et un vol, me semble-t-il. Des témoins ont aperçu Jeremy à une fête organisée chez les Moke environ 6 semaines avant leur assassinat. Flynn était complètement saoul et très agressif. Au bout d'un moment, Brian lui a demandé de partir. Une dispute a éclaté et ils ont failli en venir au mort. Beverly a été très marquée par ce qui s'était passé à cette fête. Et après ça, elle avait peur de ce type. Elle avait peur de ce jeune homme. Elle ne voulait pas rester seule à la maison quand son mari partait. Le lendemain de la fête, les Moke découvrent que des objets ont disparu et ils accusent Jeremy. Une arme de poing appartenant à Brian avait été volée, ainsi que le portable de Beverly, ou tout du moins un de leurs portables, me semble-t-il. Je me suis dit qu'il était peut-être assez en colère contre eux pour leur faire du mal. Mais il ne s'agit pas d'un calibre 22, comme l'arme utilisée pour le meurtre. De plus, Jeremy ne possède pas de pick-up rouge, et il a un alibi que 3 personnes peuvent confirmer. Il était pratiquement lavé de tout soupçon dans cette affaire.
La police se tourne donc à nouveau vers le seul témoin oculaire. Sauf que cette fois, il donne une version des faits légèrement différente. Il donne une description détaillée des deux occupants du pick-up. Plus un témoin est capable de fournir des détails sur des personnes présentes sur la scène de crime, mieux c'est. Par expérience, les policiers prennent en compte avec la plus grande prudence les témoignages oculaires, car la plupart du temps, ils s'avèrent peu fiables, voire fantaisistes. Il y a de nombreuses années, lorsque je produisais avec Jacques Roulard La Caméra Invisible, nous avions imaginé un sketch basé sur l'observation, ou plutôt sur le manque d'observation de l'homme de la rue. Un comédien, visiblement perdu, demandait son chemin à ceux qu'il rencontrait. Alors, tandis que le passant pris au hasard lui fournissait des renseignements, deux ouvriers portant une planche traversaient leur champ visuel. Profitant de cet obstacle qui le dissimulait quelques secondes à la vue de son interlocuteur, le comédien s'éclipsait et cédait sa place à un comparse dont le physique était à l'opposé du sien. Eh bien, 7 fois sur 10, l'homme de la rue ne s'apercevait pas du changement et continuait imperturbablement de donner des explications. Cette expérience montrait bien le peu d'attention que nous portons généralement à ce qui nous entoure. Et conscient de la faiblesse des témoignages, les policiers s'étonnent que Daniel Tavares, le voisin du couple assassiné, puisse fournir autant de détails sur les deux hommes qu'il prétend avoir vus s'enfuir au volant d'un pick-up rouge. D'autant qu'il se trouvait à une distance de 150 mètres du lieu du crime et que la nuit était déjà tombée. Il a décrit ces hommes en détail, leur coiffure. Il a même pu dire que l'un d'entre eux avait une barbe de plusieurs jours. Il a donné la couleur de leur chemise et même le genre de chaussures qu'ils portaient. Il a même dit que l'un d'entre eux avait le visage grêlé. Lorsque les enquêteurs font une recherche sur le passé de Daniel Tavares, ce qu'ils découvrent les laisse bouche bée. Tavares a purgé une peine de 16 ans de prison pour homicide et a été libéré il y a 4 mois. Daniel Tavares était le pire prisonnier qui soit, sur tous les plans. Il cherchait la bagarre, il était agressif avec les gardiens. Et pourtant, il a été libéré pour bonne conduite. Daniel a rencontré sa femme, Jennifer Freitas, alors qu'il était encore en prison, grâce à un site où les prisonniers passent des annonces dans l'espoir de trouver des correspondants. Et voilà comment Jennifer a entamé une relation avec lui. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on puisse chercher l'amour sur ce genre de site. Ils communiquent par email, mais ne se rencontrent pas avant la libération de Daniel Tavares. Dès qu'il est sorti, il a pris l'avion pour se rendre dans l'État de Washington. Quand on a su ça, on n'en revenait pas. Tavares enfreint les termes de sa libération conditionnelle en quittant le Massachusetts pour aller se marier avec Jennifer dans l'État de Washington. Malheureusement, la police de Washington n'a pas autorité pour l'arrêter. Je crois que le mandat se limitait aux États limitrophes du Massachusetts ou de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait donc un mandat, mais il était limité à une petite zone géographique. La police de l'État de Washington obtient les empreintes digitales de Tavares par le biais de la police du Massachusetts. Mais ce qu'il faut aux enquêteurs, ce sont surtout ces empreintes palmaires. Les enquêteurs souhaitent donc le faire venir au commissariat et le pousser à fournir de lui-même ses empreintes digitales et palmaires. Heureusement pour eux, Tavares ignore encore qu'il est suspecté. Il se montrait très coopératif. Il se mettait en quatre pour nous aider. Il pensait qu'on croyait à son histoire. Les enquêteurs ont l'intention de lui demander son aide pour établir un portrait robot des tueurs. J'ai pensé qu'il serait plus simple et plus prudent de lui faire croire qu'il venait de son plein gré pour parler avec un dessinateur. Tandis que Daniel Tavares pénètre dans le commissariat, l'inspecteur Jason Tate arrive au même moment et le suit à l'intérieur du bâtiment. Il vient juste de pleuvoir
et Tavares laisse des traces de chaussures sur le sol du hall d'entrée. En les regardant d'un peu plus près, l'inspecteur Tate croit les reconnaître. Il fallait que je trouve quelqu'un pour les relever avant qu'elles ne sèchent et ne disparaissent. Mary-Lou Hanson O'Brien se précipite avec son appareil photo. Il a laissé son empreinte sur une surface rugueuse. Il est donc impossible de faire une comparaison en détail, mais elle est cependant bien nette et très caractéristique. Même si on ne voyait pas bien les détails, la forme de l'empreinte était très caractéristique. Mais s'agit-il bien de la chaussure qui a laissé une empreinte sur la scène de crime? En général, les criminels ne sont pas malins. J'en ai vu plus d'un faire des choses complètement stupides. Daniel Tavares est le principal suspect dans le meurtre de ses voisins, Brian et Beverly Moak. Mais les enquêteurs n'ont aucune idée du mobile du crime. J'ai interrogé un barman qui avait servi Tavares cette nuit-là. Et il a décrit quelqu'un de sûr de lui et d'arrogant, qui avait l'air de chercher la bagarre. Daniel Tavares se rend au commissariat sans savoir qu'il est suspecté. Il pense être là pour fournir une description des assassins. Il ne savait pas du tout pourquoi il était là. Il croyait qu'il allait parler à un dessinateur. Il ne se doutait pas du tout qu'on le soupçonnait. Tavares reconnaît avoir rendu visite plusieurs fois au jeune couple. Les enquêteurs lui demandent alors s'il accepte de fournir ses empreintes digitales afin de pouvoir les éliminer de la liste de toutes les empreintes inconnues relevées au domicile des Moak. Je lui ai présenté les choses comme ça. On doit éliminer les empreintes qui n'ont pas d'importance. Daniel Tavares est devenu le principal suspect du double meurtre. Son lourd passé criminel, sa connaissance des victimes, l'empreinte de ses chaussures qui correspond à celle relevée sur la scène de crime. Tout semble l'incriminer. Mais pour que les policiers puissent procéder à son arrestation, il leur manque encore une preuve médico-légale irréfutable. La comparaison de son empreinte palmaire. Ignorant qu'il est suspecté, Tavares se prête de bonne grâce à un interrogatoire. Sa naïveté ou son excès de confiance en soi le conduit à sa perte, car il comprend trop tard qu'un piège s'est refermé sur lui. Dans l'espoir d'obtenir des aveux, un policier évoque le premier meurtre dont il s'est rendu coupable et pour lequel il a purgé une peine de 16 ans de prison. Vous devez savoir pourquoi j'ai fait de la prison. Je sais juste que c'est pour homicide. Comment ça s'est passé? Je l'ai poignardé. C'était une femme. Ah bon? Ouais. Quelqu'un de ma famille. Qui ça exactement? Ma mère. Vous avez tué votre mère? Ouais. C'est pas vrai. Je lui ai dit, vous avez tué votre mère? J'étais abasourdi. En quelques minutes, les experts découvrent que l'empreinte palmaire de Daniel Tavares correspond à celle prélevée sur le montant de la porte. On a de quoi vous arrêter pour le meurtre de Brian et de Beverly. Quoi? Impossible, j'étais au lit. D'habitude, je ne fais pas ce genre de choses, mais je vais vous montrer quelque chose. Ceci est votre empreinte ensanglantée. Et nous l'avons retrouvée dans la maison. Et ça, ce sont les empreintes de vos chaussures. Celles que vous portez en ce moment même. Lorsque j'ai vu l'empreinte, je n'arrivais pas à croire qu'il pouvait s'agir de la même. On était perplexes. On n'arrivait pas à croire que Tavares puisse être assez stupide pour porter les mêmes chaussures aux pieds. Confronté aux preuves médico-légales, Daniel Tavares avoue le meurtre. Il explique avoir fait un tatouage à Brian pour $50. Il déclare qu'il s'est rendu chez lui ce matin-là pour les récupérer. On a frappé? Je vais aller voir. Il est encore très tôt. Brian dort encore et il est furieux que Tavares vienne le réveiller.
Les deux hommes se disputent. Tavares craque et tire 3 fois sur Brian, en pleine tête. Beverly entend les coups de feu et tente de s'échapper. Tavares lui tire dessus à 3 reprises. Puis il traîne son corps à côté de celui de son mari. Lorsqu'il se rend dans la chambre à la recherche d'un drap pour couvrir les corps, il a probablement laissé des traces de sang sur l'interrupteur. C'est en l'essuyant qu'il laisse l'empreinte palmaire partielle sur la porte. Ensuite, pendant plusieurs heures, Daniel Tavares se sert du balai pour effacer ses empreintes de pas. Mais lorsqu'il marche sur le drap qui couvre les corps, son poids crée une empreinte dans le sang qui sèche en dessous, sur le sol. Une empreinte de pas qu'il ne voit pas. Jennifer Tavares reconnaîtra plus tard s'être rendue sur la scène de crime après les meurtres. Elle admettra également que son mari et elle se sont ensuite débarrassés de l'arme du crime dans le détroit de Puget, situé à proximité. On ne sait pas ce qui l'a poussé à tuer Brian Moak. Ça reste un mystère. Tavares dit que c'est parce qu'il l'a insulté. Mais je n'y crois pas. En février 2008, Daniel Tavares est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jennifer Tavares prétend avoir aidé son mari parce qu'elle craignait pour sa vie. Elle écope d'1 année de prison. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais incapable de réfléchir. J'avais peur pour ma famille. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Daniel Tavares était tellement convaincu d'avoir effacé toutes les preuves sur la scène de crime qu'il portait les mêmes chaussures pour venir au commissariat. Tavares est tellement stupide qu'il a mis les mêmes chaussures pour venir au commissariat. Il ne faut jamais s'appuyer sur une seule preuve et écarter tout le reste. Chaque détail compte. C'est bien la première fois que la pluie nous aide dans une affaire. On ne sait pas pourquoi il les a tués. Et je pense qu'on ne le saura jamais. Un jeune couple est froidement exécuté dans sa maison, exterminé pour $50. Le constat de cette affaire est affligeant et il ouvre à nouveau le débat sur la récidive. Par le passé, Daniel Tavares avait été incarcéré pour le meurtre de sa mère, n'exprimant aucun regret, menaçant les gardiens, s'associant à des détenus racistes. Il fut néanmoins remis en liberté conditionnelle au terme de 16 ans de détention. Cette décision du juge était-elle fondée? Tavares était-il prêt à se réinsérer dans la société ou au contraire, ses pulsions meurtrières avaient-elles eu le temps de mûrir et de s'exacerber en prison? Le meurtre des Moak apporte une réponse tragique à ces questions. Pour autant, si l'on se réfère aux statistiques fournies par les services de justice pénale de l'État de New York, 1,2% seulement des individus mis en liberté conditionnelle après avoir purgé une longue peine de prison pour homicide ont récidivé dans les 3 ans. Daniel Tavares faisait partie de ce faible pourcentage. Après l'annonce du verdict, son père a déclaré que si son fils avait été condamné à la peine de mort par injection létale, il aurait voulu procéder lui-même à l'exécution afin de le regarder droit dans les yeux jusqu'à ce que mort s'en suive. Je laisse cette réaction à votre appréciation. Ainsi s'achève cette émission. Merci pour votre fidélité et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour 2 nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles.